Nous poursuivons notre après-midi et pour cette thématique de 17 h, la table ronde s'intitule « Prévoir jusqu'où ?» La prévention est au cœur même des débats sur l'innovation. Les moyens technologiques de prévention se multiplient, qui prennent appui sur des outils technologiques, des métiers, des méthodes organisationnelles de plus en plus performants en ce sens. Mais quelles sont vraiment les innovations qui permettront d'avoir un système de santé plus axé sur la prévention, des outils prédictifs de plus en plus poussés et performants, ou est-ce que la santé de demain est vraiment plus dépendante d'un changement technologique que d'un changement comportemental, ou plutôt l'inverse, d'un changement comportemental que d'un changement technologique? Pour répondre à ces questions et balayer ensemble ce sujet de la prévention, on a déjà vu depuis ce matin l'importance aujourd'hui qu'il est de prendre en compte la prévention dans notre système de soins, notre système de santé. J'accueille à mes côtés Rémi Bouvier. Rémi Bouvier, vous êtes directeur général de Aesio Santé, un acteur mutualiste majeur de santé en France, qui propose à travers de plus de 200 établissements de santé une offre de soins et de services. Et puis en connexion avec nous, nous avons le docteur Anne-Marie Durand, directrice de la santé publique au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour madame. Et nous avons également, merci. Et nous avons également avec nous le professeur Bruno Lina, virologue, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie de l'INSERM, professeur au CHU de Lyon et membre du conseil scientifique. Ma première question est pour vous. Bonjour professeur. Ma première question est pour vous, Anne-Marie Durand. En 2018, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, déclarait qu'il fallait un vrai virage de la prévention en France. Est-ce que quand notre pays et notre système de santé sont tournés sur la gestion de la crise sanitaire, la prévention est un sujet, un chantier qui est retardé, ou au contraire qui devient plus que jamais incontournable ? Alors, je crois qu'on peut dire qu'il est les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre de chantiers qui étaient lancés ardemment, si j'ose dire, et où on commençait à voir un changement, une évolution dans les pratiques, dans le parcours, dans l'accompagnement de la population. La Covid arrivant a donné un certain coup d'arrêt, effectivement, sur un certain nombre de dispositifs qui étaient en cours. Par contre, il y a une vraie démarche positive de prévention qui est portée tant par l'application de gestes barrières qu'on a essayé d'enseigner, de porter auprès de cette population, d'entraîner cette démarche-là, et par ailleurs avec la vaccination, qui est un élément de prévention certes secondaire, puisque l'épidémie est déjà là, mais c'est une autre approche qu'on essaye de développer, qu'on essaye de porter et qui est portée très largement, y compris par la population, compte tenu de l'engouement qu'on voit aujourd'hui pour cette vaccination. Donc on a vraiment les deux approches. On peut dire que dans le cadre de l'épidémie, un certain nombre de gestes, un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de démarches sont portées collectivement. Elles sont reprises peut-être pas suffisamment au niveau individuel, mais en tout cas, elles sont vraiment portées globalement. Donc c'est un coup d'accélérateur et un coup d'arrêt, ou en tout cas de ralentissement pour un certain nombre d'autres démarches qui étaient pourtant plutôt bien parties. Et je n'en prendrai pour exemple, mais on pourra y revenir, que la formation à la prévention et à la promotion de la santé, ou à l'éducation à la santé, qui était démarrée auprès des étudiants en santé, et qui portait le nom de service sanitaire. Et donc, il y avait vraiment ce but de former les futurs professionnels de santé à cette démarche de prévention, puisque je pense qu'on ne peut pas porter la prévention sans le soutien fort de l'ensemble des professionnels de santé auprès de la population. Donc, c'est vraiment la première démarche, alors que jusque-là, la formation des professionnels de santé était quasi exclusivement tournée sur le soin et pas suffisamment sur la prévention, de mon point de vue. Donc le service sanitaire, aujourd'hui, il est en stand-by, alors il n'a pas pu être mis en place. Alors, il n'est pas totalement en stand-by, c'est sa deuxième année. Alors malheureusement, ce n'était que son début, donc c'est sa deuxième année qui est un peu freinée, ou en tout cas où il a fallu
adapter bien évidemment les enseignements avec l'utilisation du numérique pour les formations en particulier. Il est peut-être un peu moins déployé sur le territoire en termes d'activités vraiment de prévention, puisque l'essentiel de ces activités était faites soit essentiellement dans l'éducation nationale, et donc aujourd'hui les professionnels de santé n'ont pas pu aller autant que faire se pourrait dans les écoles pour porter ces gestes, apprendre cette prévention auprès des enfants. Néanmoins, il y a un certain nombre d'activités qui ont pu être faites, y compris dans le cadre de la crise, avec notamment la participation soit à des enquêtes épidémiologiques, soit à des travaux sur le terrain qui ont été menés avec le soutien bien sûr des universitaires et des enseignants sur ce cadre-là. Mais ça a été perturbé et réorienté alors que les marques n'étaient pas encore prises vraiment pour ce dispositif nouveau dont on attend beaucoup de la part des professionnels, oui, ou des futurs professionnels notamment. Mmh. Professeur Bruno Lina, on n'a jamais autant parlé dans notre pays que de dépistage, de diagnostic précoce, de vaccination. On est vraiment en plein dans le cœur de la prévention à différents niveaux, primaire et secondaire. Est-ce qu'on peut espérer justement un changement de mentalité face à d'autres pathologies? Est-ce que ce que nous traversons aujourd'hui peut ancrer une culture de la prévention que nous n'avions pas forcément en France? Il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'il est clair que la crise que l'on vit actuellement va être un levier. Et ça va être un levier qui va permettre de montrer là où finalement on a été en capacité d'apporter une réponse rapide et performante, et celle où il a fallu qu'on progresse au fil de l'eau et qu'on se positionne finalement à la hauteur de l'attendu, à la fois par la population et par les pouvoirs publics. Et donc dans ces leviers à activer, finalement, il y en a deux qui ont été identifiés, qui étaient tournés autour de l'aspect purement technologique, le test diagnostique, la rapidité du test, la performance des tests. Alors, on a commencé par faire la PCR, maintenant on fait du séquençage, on détecte des variants, on essaye d'être le plus réactif possible, donc on réduit les délais de temps, et il faut voir qu'il y a une vraie révolution qui s'est opérée dans les laboratoires de microbiologie, où aujourd'hui, en termes d'activité, on fait un volume d'activité astronomique avec un détail de l'information fournie aux cliniciens qui n'a jamais été à un niveau aussi élevé. Et ça, c'est une empreinte très forte qui est arrivée dans les laboratoires de microbiologie par rapport à la description de l'infection. Mais ça n'est pas vraiment de la prévention, ça, c'est de la description finalement. Et là où on veut faire transformer cet outil diagnostique en prévention, c'est à partir du moment où on sera capable de développer de l'enquête méthodologique et éventuellement on parle un peu d'intelligence artificielle sur l'évolution des virus, et essayer de se projeter sur la base des informations que l'on a sur comment les virus vont évoluer. Ça fait partie des choses sur lesquelles on est déjà en train de travailler depuis quelques années dans le domaine de la grippe, puisque c'est comme ça qu'on essaye de faire évoluer les compositions des vaccins, se baser sur c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est encore très archaïque, mais en tout cas, la volonté est là. Et en fait, on se projette, mais de nouveau, c'est un outil technologique qui va accompagner des mesures de prévention. Et les mesures de prévention, finalement, elles reposent assez peu sur la science dure, je dirais. Elle va beaucoup plus reposer sur les sciences humaines et sociales et de développement de tout ce qui tourne autour de qu'est-ce que c'est que la maladie et comment est-ce que finalement on admet de gérer la santé dans notre pays. Est-ce qu'on le fait sur la base du soin primaire performant, efficace, qui est incontestablement un atout de la France, ou est-ce qu'on se passe en amont de cela avec des outils qui permettent d'éviter d'avoir le recours aux soins primaires? Le dépistage, et la santé publique, c'est organiser une organisation de soins en prévention qui évite l'apparition des accidents et de ce qui fait finalement le besoin du recours aux soins primaires. Et donc là, c'est là où on voit qu'à partir du moment où on comprend que l'intérêt de la vaccination, l'intérêt des mesures d'hygiène est d'éviter d'avoir recours à l'hospitalisation et d'éviter d'avoir l'écueil d'aller en réanimation, eh bien on rentre dans la logique de la prévention. Mais vous voyez bien que ce n'est pas l'outil de surveillance qui va vous donner ça, c'est beaucoup plus le comportement
et la compréhension et l'appropriation par chacun de tout ce que l'on peut faire individuellement pour éviter, nous, d'être malades individuellement, en tant qu'individu, mais en même temps en protégeant les autres, en protégeant l'entourage. Et ça, c'est la prévention dans le cadre de maladies transmissibles. Mais on peut avoir aussi une démarche exactement pareille. Imaginons que subitement les services de gastro-entérologie explosent pour une raison X ou Y. Si on veut éviter d'avoir recours aux services de gastro-entérologie avec l'ensemble des cancers liés au tube digestif, eh bien, faisons du dépistage, montons des tests rapides qu'on ferait 2 fois par semaine, alors j'exagère, hein, mais qu'on ferait de façon répétée et qui seraient acceptés par les individus. Ça existe déjà, mais simplement, ça n'est pas approprié. Donc, on voit qu'on peut faire un certain nombre d'analogies, on peut aller jusqu'à un travail d'appropriation, mais il va falloir que ça reste des démarches individuelles, et c'est là où il faut qu'on change les mentalités en disant, mais on ne perd pas du temps à le faire. Et surtout, ça va nous permettre de vieillir en bonne santé. Et ça, en France, on ne sait pas très bien le faire encore. Merci. Oui, Anne-Marie Durand. Oui, je souhaitais rebondir effectivement, si vous le permettez, sur les propos de Bruno Lina, puisque certes, la technique laboratoire n'est pas un élément de prévention en tant que tel, néanmoins, il favorise cette prévention. C'est-à-dire que dès lors que le diagnostic est fait, il permet de surveiller autour et de prendre les mesures pour les personnes autour des personnes malades, ou en tout cas porteuses, d'éviter cette maladie par les gestes appropriés. Donc c'est quand même un élément qui permet non plus de protéger la personne elle-même, si elle est porteuse, elle est porteuse, mais par contre de protéger l'environnement de cette personne-là et les personnes de contact. Donc c'est vraiment un élément quand même qui contribue à la prévention et c'est vraiment un apport important. Certes, c'est pas la surveillance elle-même, mais elle permet d'utiliser les leviers complémentaires pour le reste des personnes autour de ces personnes malades. Donc c'est quand même un élément qui apporte beaucoup, y compris à la prévention, même si lui-même n'est pas un acte de prévention en tant que tel, évidemment. Et il en est de même d'ailleurs pour la vaccination. C'est quelque chose un petit peu du même type. Et puis je pense qu'il faut pas, il faut éviter alors c'est pas du tout ce qu'a dit Bruno Lina, mais on ne peut pas opposer le soin et la qualité des soins primaires que vous avez évoqué tout à fait à juste titre, et la prévention. Je crois que les deux sont totalement complémentaires, et il faut qu'on garde la qualité du soin, bien évidemment, et que par ailleurs on développe la prévention pour éviter de recourir à ces soins justement. Merci pour ces précisions. Rémi Bouvier, en tant que directeur général d'établissement de santé, quel est pour vous le plus grand enseignement en matière de prévention que l'on peut retenir de cette crise sanitaire ? Alors, je crois que ce qui est très intéressant à travers tous les propos qui ont été donnés, c'est qu'on voit bien se dessiner une prévention à court terme, moyen terme et long terme. Et le long terme, on est dans le prédictif, on y reviendra. C'est voilà, avec les modélisations mathématiques. Et quand j'entends Madame qui dit oui, les examens biologie, on est déjà dans la prévention. Oui, c'est ce que nous a montré la crise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait la connaissance d'un événement, on était capable de mettre une stratégie de prévention pour borner cet événement. Je cite dans les EHPAD, qui était certainement un des exemples les plus criants, on dépiste soit un personnel, soit un patient ou un résident porteur de la Covid, instantanément, on met une stratégie mise en place. Donc on voit bien un lien là très direct entre l'examen biologique et la mise en place de la stratégie. Et puis on voit également qu'on a le court terme, et ça on l'a appris aussi de la crise, c'est-à-dire que les modes d'organisation à l'intérieur des établissements, l'architecture même de l'établissement, soit vous avez un établissement avec des longs couloirs, soit vous avez un établissement, si je reprends le modèle des EHPAD, partitionné en petites unités, bien entendu, la partition petites unités permet de faire une prévention de dissémination de la Covid. Voilà. On attire également l'enseignement de la vaccination de la grippe. On n'a jamais eu autant de vaccination de la grippe, à la fois chez les résidents et chez nos personnels soignants pendant cette crise Covid. Le constat qu'on fait du port de masque, du lavage des mains, d'isolation, etc., c'est que cette année, on n'a quasiment pas eu d'épidémie grippale, on n'a quasiment pas eu de gastro-entérologie, d'épisodes gastro dans nos établissements. Donc, ce qui veut dire que cette prévention
à court terme et à moyen terme, elle fonctionne très très bien. Voilà. Et ensuite, maintenant, la grande réflexion que l'on a, c'est la modélisation mathématique de cet ensemble-là pour pouvoir faire du long terme. Et ce que disait tout à l'heure le professeur Lima, c'est vrai que quand on a les enquêtes épidémiologiques et qu'on prépare la vaccination de la grippe à l'échelle internationale avec les prévisions, on aura vraisemblablement la même chose dans beaucoup d'autres domaines. Et on reviendra derrière sur une expérimentation qu'on mène, nous, sur la box des fragilités en gériatrie, qui est là sur du prédictif. Bien sûr, on va revenir dessus, effectivement, sur toute cette prédiction à long terme. Anne-Marie Durand, à qui appartient aujourd'hui la responsabilité de la prévention? On a déjà commencé à le toucher un petit peu avec Bruno Lina, entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Alors, l'un ne va pas sans l'autre également. C'est-à-dire qu'on a, rappelez-vous, un début de crise attendu beaucoup de l'État-providence et de la fourniture de masques et de la fourniture de gel hydroalcoolique qui ont manqué, qui ont été voilà, réclamés à corps et à cri. Et puis on a vu, une fois que les masques ont pu être disponibles et une utilisation, les mêmes qui réclamaient les masques à corps et à cri ont été les premiers à dire « Ah mais non, c'est de la privation de liberté individuelle, je ne vais pas porter les masques ». Donc on a vraiment la nécessité aujourd'hui d'un cadrage national qui accompagne les mesures de prévention, qui donne le là. Mais une fois que le là est donné, la responsabilité individuelle intervient de plein titre et elle devient majeure, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si ce cadrage national n'est pas appliqué par chacun de nous en portant le masque dès lors qu'on est avec d'autres personnes ou en respectant ces gestes barrières ou en se lavant les mains, on fait courir des risques aux autres. Donc c'est vraiment important qu'une fois le cadre national et la connaissance technique connue et la disponibilité du matériel qu'on peut souhaiter pour mieux se protéger, c'est particulièrement important qu'on soit chacun capable d'appliquer ces gestes barrières, de porter le masque comme je le disais, et de s'appliquer à soi-même ces consignes-là pour protéger les autres. Donc on ne pourra pas faire de la prévention, d'une responsabilité collective qui certes existe bien évidemment, sans la responsabilité individuelle, elle n'est rien. C'est-à-dire que si ça n'est pas appliqué, on aura beau mettre en place tout ce qu'on voudra en termes de consignes, en termes de matériel même mis à disposition, et ça ne marchera pas clairement. Donc on a vraiment besoin de cette responsabilité individuelle, que chacun soit persuadé qu'il apporte sa pierre à l'édifice et que tout dépend aussi de lui et de sa façon, de son comportement, de son attitude, de ses pratiques pour bénéficier à cette prévention collective de la dissémination virale en l'occurrence, mais ça peut être le cas pour des tas d'autres dispositifs. Il y a, par exemple, je ne sais pas, bref, il y a probablement d'autres exemples qui permettent de conforter et de dire qu'il y a vraiment ces deux approches, la responsabilité de l'État, la responsabilité collective pour mettre en place un certain nombre de dispositifs et la responsabilité individuelle pour appliquer ces consignes et pour mettre en œuvre, on va dire, les consignes qui ont été données par le national. Et c'est vraiment qu'au prix du partage et de la contribution de chacun qu'on pourra arriver à mettre en place cette prévention. Rémi Bouvier, vous souhaitez réagir à ces propos? Oui, tout à fait, parce que je suis à la fois en accord avec les propos et un tout petit peu en désaccord. Je pense également que nous sommes des professionnels avertis. Donc un certain nombre de ces précautions, on était capable de les comprendre. Je pense qu'à travers le grand public, il y a beaucoup de personnes qui ne les comprennent pas. Et souvent, chez un certain nombre de nos personnels également, il y a un peu des trous dans la raquette dans la formation. C'est-à-dire que quand on porte un masque, c'est vrai qu'on se protège d'une contamination, mais également on protège les autres. Et je ne serais pas étonné que tout le monde ait bien compris ce processus. Quand vous êtes enrhumé
Et je pense que dans les prochaines années, le jour où on sera enrhumé, qu'on ira au travail, on portera soi-même un masque et on se lavera les mains, non pas pour se protéger, mais pour protéger son environnement. Et dans ce qu'on a pu voir, et on le voit à travers la vaccination, je suis jeune, j'ai pas besoin de me vacciner, mais tu ne te vaccines pas que pour toi-même, tu te vaccines aussi parce que tu protèges la collectivité et la population. Donc je pense que ce que dit Madame est tout à fait vrai, mais que derrière, il faudra qu'on ait beaucoup plus de modules d'enseignement, et j'entendais tout à l'heure sur les autres exposés, il faudra aller dans les écoles apprendre aux enfants, il faudra aller dans les universités apprendre, et pas que dans les universités médicales ni paramédicales, il faudra aller dans toutes les universités, dans toutes les écoles le faire. Rencontrer chaque citoyen. Qu'en pensez-vous, Bruno Lina? Est-ce qu'on n'aurait pas là un phénomène aussi, ce qu'on appelle, vous savez, de dissonance cognitive entre être conscient d'une réalité et puis ne pas réussir à changer soi-même ses propres comportements? Alors oui, mais ça ne peut pas être que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque part certains déni de certaines réalités. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expérience montre que si on se focalise sur la crise Covid, il y a quand même toute une série de personnes qui ont un déni du risque Covid, en particulier chez les plus jeunes. Mais je vous rappelle que les plus jeunes sont immortels, comme nous l'étions quand nous étions jeunes. Hein. Et que c'est difficile de faire passer des messages de protection collective vis-à-vis de populations qui aujourd'hui ont, et personne ne peut leur jeter un grief, un petit peu de mal à entendre ce message. Et c'est là où la partie éducation peut être très, très importante, parce qu'au bout du compte, on doit changer ce que moi j'appelle les normes sociales. Je vais vous donner un exemple très simple de ce que peut être la norme sociale. Dernièrement, j'étais dans Lyon, je me promenais, et il y avait un groupe d'ados qui se retrouvent. Et très curieusement, ces ados il y avait un petit groupe qui était masqué et un deuxième groupe qui ne l'était pas. Et ils se sont retrouvés tous ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui avaient un masque l'ont enlevé. La norme sociale était « je n'ai pas de masque ». Or, c'est exactement l'inverse qu'il aurait dû se passer. Ils auraient dû se rendre compte que ceux qui ne portaient pas de masque étaient en défaut. Mais ce n'est pas du tout le message qui est véhiculé dans le groupe social aujourd'hui. Le groupe social, c'est si j'ai un masque, je l'ai sur le menton, parce que quand je vais rentrer dans le magasin, je pourrais le mettre et je pourrais rentrer dans le magasin. Ou si la police arrive, je le mettrai, comme ça je ne serai pas. Mais en fait, j'ai un ustensile dont je me sers de façon opportuniste. Or, il faut arriver à faire passer le message que cette opportunité de porter le masque, elle est en permanence. Aujourd'hui, hein, et derrière, quand on va avoir les épidémies de virus respiratoires, eh bien, effectivement, on verra si le réflexe du masque ressort ou pas. Je suis très curieux de le voir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, il faut qu'on travaille, et c'est vraiment un travail d'éducation à commencer très jeune. Et vous savez, moi, je ne suis pas très vieux encore, mais malgré tout, j'ai des enfants qui sont très friands de toute une série de gestes écologiques. J'ai appris à leur contact. Donc, si on arrive à faire passer un certain nombre de messages par les plus jeunes, par le biais de l'éducation qui se passe effectivement à l'école, vous verrez qu'il y aura un effet de glissement de ces comportements et de ces actions de prévention vers les plus âgés. Donc, il faut travailler sur les plus jeunes. Il faut effectivement qu'on leur passe un certain nombre de messages. Ils ont l'expérience, ils ont vécu et difficilement l'épisode de la pandémie. Ça peut être un levier pour passer des messages en général sur la prévention. Mais il faut bien faire attention de ne pas le faire que dans une visée collective, parce que ça passe très 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 mal. Il faut le remettre sur un objectif qui est à la fois individuel ou en tout cas qui touche la cellule familiale, et qui finalement aura, par porosité, des conséquences sur le collectif général. Et quand on fait la somme de qui doit activer tous ces leviers, on voit bien qu'on retombe sur tout le monde. C'est-à-dire que c'est un contexte défini par les pouvoirs publics qui facilite la mise en œuvre d'un certain nombre d'outils et de moyens, qui sont ensuite déclinés par un certain nombre de sachants ou d'accompagnateurs, et puis ensuite, c'est une appropriation qui se fait de façon individuelle et de façon à ce que ça réagisse sur le collectif. Donc, c'est une construction vertueuse
ça va prendre du temps, mais je crois que l'enjeu est vraiment très important et que l'opportunité est bonne. Là, on touche vraiment… Juste pour rebondir sur… Allez-y, je vous en prie. Si vous permettez juste un exemple par rapport à ce que vient d'évoquer Bruno Lina, qui n'a rien à voir avec la Covid, mais sur le lavage des dents, par exemple. C'est quelque chose qui est fait désormais assez régulièrement au niveau de l'école avec une visée éducative. Et c'est quelque chose qui est porté également par l'enfant dès lors qu'il rentre chez lui, et il va être le premier à rappeler à ses parents ou à ses proches ou à son frère, à sa sœur, en leur disant… Ah, on vous a perdu, Madame Durand. Est-ce que vous allez revenir ou est-ce qu'on vous a perdu? Alors, on essaye de rétablir… Alors, le lien, on va le rétablir. Alors, Madame Durand, on vous a perdu. Il y a eu une déconnexion. Donc, vous nous parliez de ces enfants qui reviennent à la maison avec le message du brossage des dents indispensable. Tout à fait. Oui, et qui le portent donc auprès de leur famille, auprès de leurs proches, en disant c'est important de garder des bonnes dents et de respecter justement pour soi. D'abord pour soi, là pour le coup, c'est pas du collectif, c'est pas de la protection collective, mais c'est vraiment une protection individuelle qui est importante. Ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport aux propos de Bruno Lina, c'est qu'on touche vraiment là du doigt une des difficultés de la prévention. C'est que la prévention, elle ne peut pas être universelle. On ne peut pas s'adresser à chaque public de la même façon. Alors comment on va justement réussir à trouver les moyens, les leviers d'action pour aller… Est-ce que déjà ça passe par identifier les différentes populations? Ça c'est la première chose. Comment on fait en fait pour avoir des messages de prévention qui soient adaptés et efficace? Rémi Bouvier. Alors, je ne suis peut-être pas le plus compétent pour répondre, mais on a à notre disposition quand même beaucoup de moyens. On voyait tout à l'heure, il y a les moyens d'enseignement à l'école, qui sont des moyens de vulgarisation, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le détail technique, mais on donne un objectif de vie, une manière de fonctionner, c'est-à-dire fumer c'est mauvais pour la santé, boire de l'alcool c'est pas bon pour la santé, se brosser les dents c'est bien, faire du sport ça évite l'obésité, pas prendre trop de sucre c'est bon pour la santé. Ce sont des messages très basiques. Et je pense que ces messages-là peuvent s'adresser à toute une population. Par contre, après, je pense qu'il y a des messages professionnels, c'est-à-dire qu'on doit cibler des corps professionnels. D'ailleurs, tout à l'heure, quand vous aviez les personnes des écoles vétérinaires et biologiques avec des troncs communs, là, on voit bien, on essaye de cibler des décideurs ou de former des professionnels de façon transversale. Et là, je pense que ce sont des modules qu'on doit construire autour de la prévention. Et il était dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a une médecine qui est une médecine de pointe, mais qui est une médecine très curative et interventionnelle. Et que pour l'instant, dans nos cursus qu'on peut avoir les uns les autres, on n'a pas ces modules de santé qui concernent véritablement la prévention. En tout cas, c'est pas travaillé complètement et sur les stratégies d'implantation, elles ne sont pas travaillées. Et puis après, on a également à travailler les organisations dans nos institutions, qu'elles soient hospitalières ou autres, de façon là beaucoup plus critique et beaucoup plus pointue. Donc en fait, c'est un panel, c'est sociétal, donc il faut l'attaquer par tous les environnements. Bruno Lina, vous, de votre point de vue, quels sont les moyens dont on dispose aujourd'hui pour avoir une prévention la plus efficace et la plus pertinente possible ? Parce que jusqu'alors, on avait peut-être des modèles qui étaient un peu plutôt basés sur l'âge, la zone géographique, le statut social. Comment on peut aller encore plus loin pour avoir une prévention encore plus efficace ? Je crois que les critères de tri que vous avez donnés, ils restent vrais. C'est-à-dire que ça restera vrai que quand on est plus âgé, on est plus à risque de faire un certain nombre de choses. Quelle que soit la façon de le présenter, c'est très factuel. Après, il y a là où probablement on est peut-être un peu défaillant, c'est que souvent, les personnes qui rentrent dans le moment où justement la prévention aurait dû avoir eu un impact, eh ben c'est trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, si on parle de bien vieillir
aux personnes de 65 ans, en fait, on s'est trompé de 30 ans. C'est pas à 65 ans qu'il faut apprendre à bien vieillir, c'est probablement beaucoup plus tôt. Mais le message n'est pas de dire aux personnes de 35 ans, il faut que vous appreniez à bien vieillir. Il faut qu'ils apprennent à utiliser les outils pour rester en bonne santé. Et ça passe par toute une série de mesures qui reposent pour une part d'entre elles sur du comportement. Mais à la base, et c'est un petit peu quelque chose qui est parfois difficile à comprendre, à la base, ça part d'un constat scientifique. Et alors, je suis pas en train de dire que la science répond à toutes les questions, mais il y a quand même une notion scientifique, et il faut, pour qu'on puisse s'approprier et faire ce qu'on appelle en anglais, dans un jargon un petit peu compliqué, de l'empowerment, c'est-à-dire que je m'approprie moi ce que je fais de moi. Eh bien, il faut qu'on ait les éléments pour pouvoir le mesurer, ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que sur un certain nombre de sujets, il y a beaucoup de défaillances de connaissances. C'est-à-dire que il y a des gens qui, par exemple, considèrent, alors c'est un cheval de bataille, que les vaccins, eh ben, finalement, c'est pas important. Voir ça peut être dangereux. Or, c'est la quintessence de la méconnaissance de ce que la science dit par rapport à la vaccination. C'est-à-dire que la vaccination, c'est un outil qui permet d'empêcher de se développer. On fait des vaccins contre les maladies infectieuses, mais on va faire des vaccins contre les cancers, on va faire des vaccins contre d'autres choses, et ça permet de prévenir et de voir qu'au bout du compte, dans une population comparable, la science vous dit les vaccinés font moins de cancers que les non-vaccinés. Et donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas être contre le théorème de Thalès. On ne peut pas être contre le théorème de Pythagore. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, il y en a qui pensent que la Terre est plate, on pourrait très bien dire, moi je considère que le théorème de Pythagore est faux. Mais le problème, c'est que ça se démontre. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est de donner suffisamment de connaissances robustes, permettant d'avoir un discours qui, derrière, est cohérent par rapport à ce niveau de connaissance et qui permettent d'apporter une certaine conviction sur lequel, finalement, ça devient très logique que de s'approprier les informations qu'on a. Et ça, c'est un travail qui est très important à faire, de façon à ce que l'on mette à la fois dans le domaine de la prévention une base robuste qui permet d'expliquer pourquoi, qui permet d'expliquer pourquoi telle population et pas telle autre, qui permet d'expliquer pourquoi telle situation et pas telle autre, qui permet d'expliquer à quel moment il faut qu'on commence à travailler sur la prévention par rapport au diabète gras, par exemple, et que c'est dans la durée, et c'est là où c'est la deuxième difficulté, ça n'est que dans la durée qu'on jugera les effets. Les mesures de prévention que l'on prend aujourd'hui, elles ne seront mesurables en termes d'effets que dans 30 ans ou 40 ans, et pas avant. Donc il y a aussi le temps, le temps de la réaction entre le moment où on fait quelque chose et le moment où on va être capable de le mesurer. Rémi Bouvier, vous vouliez peut-être réagir au propos de Bruno Lina. Comment peut-on, parce que là on voit il faut apporter de la connaissance pour pouvoir faire passer les messages de prévention, mais il faut aussi en acquérir de la connaissance pour pouvoir délivrer les bons messages de prévention. C'est-à-dire, et là, c'est là que je vous emmène un petit peu sur la fameuse box des fragilités. Vous me voyez venir. Aujourd'hui, il nous faut des outils pour essayer de déterminer quels seront les bons messages à adresser à telle population, tel type de personnes. Comment fait-on ? Alors, je vais vous citer l'exemple de la boxe, mais le message que vous venez de délivrer est important parce qu'il est à la fois technique et sociologique. Et c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est qu'il faut une modification sociologique, il faut la travailler, la connaissance, etc. Et profiter également de la technique. On a vu que la robotique était capable de nous fournir des examens de plus en plus rapides en très très grande quantité. Donc, en fait, c'est toujours le couplage des deux. Et quand on discute de prévention, voilà, on s'est posé un certain nombre de questions et le professeur Limon en cite une bonne en disant mais finalement on construit sa vie des années auparavant. Donc on s'est dit que pour la vieillesse c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on peut avoir une dégradation de sa santé, une perte d'autonomie qui était le résultat d'un certain nombre d'événements de la vie et que ces événements de la vie finalement il fallait les repérer et là faire du prédictif, c'est-à-dire voilà tel comportement induira plus tard tel autre comportement et on essaie de relever des micro-événements. On s'y est attelé avec des modèles mathématiques.
on a du coup repéré tous ces micro-événements, on a construit un jumeau numérique et on a fait vieillir ce jumeau numérique avec des algorithmes, là aussi, de façon anticipée. Et on a regardé ce qu'était devenu notre patient 6 mois, 1 an, 2 ans après, en prédictif. Et l'idée qui est derrière, c'est de pouvoir dire à cette personne, à un moment donné, à son entourage, regardez, si vous ne sortez pas de votre canapé, si vous n'améliorez pas votre nutrition en protéines, bah, dans quelques mois, dans 6 mois, dans 1 an, vous allez perdre en périmètre de marche, vous allez perdre la marche. Donc là, on rentre vraiment dans le prédictif. Mais on voit bien qu'on est dans une attitude sociologique, changement de comportement de vie, mais à la fois l'aide de la technique. Et auquel cas, la science, par les professionnels de santé, le médecin, sert là plus de référent à aider la personne à avoir sa conduite de vie, puisque c'est lui qui maîtrise sa vie, plutôt que d'être dans le curatif. Bruno Lida, qu'en pensez-vous justement de cette approche d'outils prédictifs? Est-ce que ça va être le futur de la prévention, d'une prévention efficace? C'est un outil qui est particulièrement intéressant, c'est clair. Après, il en reste. Si c'est un outil qui permet de convaincre, ce que montre l'outil d'évolution projette bien ce que l'on va être nous-mêmes dans 2 ans, il faut que la personne qui regarde ça l'accepte. Si elle dit oui, mais vous êtes gentil, c'est une machine, moi en fait je sais que c'est pas du tout comme ça, ça va être un petit peu compliqué. C'est là où en fait il y a. Alors, je suis pas en train de dire que le corps humain est finalement une accumulation d'obsolescence programmée, mais pas très loin. C'est-à-dire qu'on sait à un moment donné qu'on va développer de l'arthrose, on sait qu'à un moment donné on va développer des pathologies dégénératives et à un moment donné, eh bien de surveiller un certain nombre de pièces permet d'éviter qu'on rentre dans l'écueil. Et ça, c'est ce que l'outil descriptif de l'évolution peut vous apporter. Mais derrière, il y a probablement quelque chose qui a été commencé par l'assurance maladie qui est intéressant, qui est le patient expert. C'est de travailler sur des pathologies où finalement, le patient va devenir l'expert de son cas. Il a besoin d'un environnement qui va lui expliquer un petit peu ce qu'est sa maladie. Il a besoin d'acquérir de la connaissance au contact des professionnels, mais derrière, après, il va se l'approprier. Et de nouveau, plutôt que d'avoir des ambassadeurs qui sont eux aussi très utiles, qui sont des gens qui véhiculent le message devant une personne qui est en risque de diabète en disant « si vous allez faire ça, vous allez devenir diabétique ». Eh bien, si le médecin arrive à passer le message en disant regardez, c'est en train de se dégrader, on est encore dans une période où vous pouvez maîtriser le risque, voilà comment il faut le faire en évitant d'avoir des signaux que négatifs, mais des signaux qui sont positifs aussi, eh bien, ce patient qui devient expert de lui-même et de sa maladie, finalement, la gérera beaucoup mieux. Et donc, et on rebascule sur la science humaine et sociale. Donc, on voit bien qu'on a des outils techno qui peuvent nous accompagner, qui peuvent être très descriptifs, qui peuvent être très informatifs, mais à un moment donné, il faut que ce soit une appropriation par chacun d'entre nous pour qu'on soit capable de faire ce qu'il est utile pour qu'on devienne des bons vieux en bonne santé. Anne-Marie Durand. Un élément. Oui, en complément de ce qui vient d'être dit, je crois aussi qu'il faut que je ne crois pas au message universel, c'est-à-dire que le message il doit être adapté à la personne qu'on a en face, de laquelle on cherche à obtenir une amélioration des comportements, notamment parce que c'est quand même un élément majeur dans la prévention. Il faut que la personne qui va recevoir ces messages-là se sente, identifiée en tant qu'individu et qu'on lui parle de sa vie et qu'on lui parle de son cadre habituel. Quelqu'un qui a une culture particulière, qui a des habitudes particulières, il faut l'aider à comprendre comment améliorer ces habitudes-là sans chercher à changer totalement sa culture elle-même. À titre d'exemple, dans l'alimentation, par exemple, si on parle de 5 fruits et légumes par jour, etc., qui sont bien sûr un message universel important,
Si on va dans une culture, dans un groupe ethnique par exemple, où comment dire, qui a pas beaucoup de moyens, qui a une habitude de vie qui est très différente en matière culinaire, il faut pouvoir passer par des ateliers culinaires pour montrer comment, avec les ingrédients dont ils ont l'habitude, on peut faire en sorte de les associer peut-être un petit peu différemment pour faire en sorte que l'alimentation soit une alimentation de qualité, que chaque jour on puisse avoir comment dire, un équilibre alimentaire et c'est cet équilibre alimentaire qui apportera la santé. Donc c'est vraiment, mais sans vouloir changer totalement la façon de cuisiner, la façon de faire, on n'y arrivera pas. Et si on cherche à complètement inverser les pratiques de ces personnes-là, il est certain que du jour au lendemain, et on a bien dit qu'on s'inscrivait dans la durée, du jour au lendemain, elles vont dire mais c'est pas la peine, c'est pas ma vie, c'est pas moi. Donc il faut vraiment que la personne s'approprie, se reconnaisse dans la façon de faire qui lui est présentée, pour pouvoir apporter ces changements petit à petit mais pas une révolution, mais ajuster sa façon de faire par rapport à son mode de vie habituel. Donc c'est ça qu'il faut aussi arriver à percer et vraiment s'adapter, utiliser tous les leviers. Vous parliez des pairs tout à l'heure et des experts patients, c'est vraiment important. Mais il y a aussi tous ceux qui participent à la vie de ces personnes-là, un club, quelqu'un qui participe à un club de sport, il faut utiliser chacun de ces éléments de vie, de ces moments de vie, pour porter les bons messages par les personnes qui sont proches et qui font partie de la vie de la population. C'est vraiment ça qui est important. Quelqu'un qui va faire des ateliers cuisine, pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est au travers de ces personnes-là qu'il faut faire passer les bons messages qui compléteront ceux qu'aura pu porter le médecin pour dire attention, vous mangez trop de féculents et pas assez de légumes, mais c'est bien la contribution de chacun à un même message finalement qui fera que petit à petit les habitudes peuvent changer, peuvent évoluer et faciliter la compréhension de la qualité dans ces dispositifs. C'est pareil pour l'activité physique, c'est pareil, voilà, il faut avoir des pairs, il faut avoir un voisin qui vient chercher quelqu'un pour aller marcher, il faut avoir, voilà, c'est tout ça qu'il faut utiliser pour dire mais c'est important pour la santé de marcher et de bouger, et pas seulement le médecin qui va dire il faut sortir tous les jours pour aller faire le tour du quartier. Il faut vraiment qu'il y ait un partenariat et des échanges au travers de chaque instant de vie et qu'on utilise tous ces moments de vie justement pour porter les bons messages au bon moment. Donc c'est vraiment la contribution de tout ce qu'on vient d'évoquer qui fait que petit à petit, la prévention, même sans porter le nom de prévention, mais petit à petit, les habitudes vont changer et les pratiques vont changer dans un but d'améliorer bien évidemment la santé ou en tout cas de maintenir un maximum la bonne santé le plus longtemps possible. Merci à tous. On a déjà passé le temps écoulé pour cette table ronde-là, ça va vite. On a encore des intervenants derrière, donc je ne peux pas vous garder plus longtemps, même si on avait encore beaucoup de choses à balayer sur le sujet de la prévention. On en retient, je pense que certes, la prévention repose sur un changement technologique, mais à vous entendre tous les trois, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que la prévention, avant tout, c'est ce que vous disiez, une science humaine, des sciences sociales, et qu'on est vraiment sur une dimension beaucoup plus comportementale à ce stade, parce qu'on n'a pas encore assez sûrement embrasser la culture de la prévention en France. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais je suis sûre que avec des porte-paroles comme vous trois, eh bien, on ira dans le bon sens. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Madame Durand, merci Professeur Lina, merci Monsieur Bouvier.